Donc, merci d'être présent pour ce webinaire, donc, dans lequel on va présenter le processus d'estimation des IBNR lors d'une clôture, donc, principalement donc, en assurance non-vie. Donc, en tant qu'intervenant, donc, je me présente, je suis Louis-Stéphane Lobelobas, donc actuaire provisionnement non-vie au sein de Suisse Re et pilote du groupe de travail provisionnement non-vie de l'Institut des actuaires. Je vais laisser mes, euh, mes collègues se présenter. Alors, moi, c'est Lamia Hamouche. Je suis consultante et principale chez Finalise et je participe au groupe de l'Institut des actuaires sur les méthodes de provisionnement. Bonjour à tous, moi je suis Benjamin Tanguy, je travaille dans l'actuariat non-vie au sein de Groupama sur la partie provisionnement. Donc, avant d'entrer dans le sujet, on va d'abord présenter notre groupe de travail. Donc, au sein de l'Institut, il existe des groupes de travail donc sur différents sujets qui nous permettent de se former, de développer son réseau et de travailler sur des nouvelles problématiques. Donc, dans ce cadre-là, c'est le provisionnement non-vie. Donc, notre groupe est constitué d'à peu près une trentaine d'actuaires de différents niveaux, hein, expérimentés comme débutants. Et l'objectif du groupe, en fait, c'est d'établir les bonnes pratiques au niveau du provisionnement non-vie et de travailler sur des sujets innovants et qui apparaissent sur le marché. Donc, le groupe est divisé en deux sous-groupes. Donc, le premier qui est le guide de provisionnement non-vie et le second provisionnement innovant. Donc, cette présentation, elle est dans le cadre du groupe du guide de provisionnement non-vie. Donc, au cours de cette année, nous avons publié un guide pour avoir une base documentaire au sein de l'Institut des actuaires pour le provisionnement non-vie. Le guide est disponible sur le site de l'Institut en libre accès. C'est à peu près 90 pages qui présentent les méthodes les plus utilisées sur le marché, les bonnes pratiques qu'on a notées au sein du groupe et les différentes branches et comment est-ce que en fait, avec ce guide, on peut améliorer notre process de provisionnement. Donc, cette présentation qui est vraiment générale, donc on se concentrera sur les bases, sera euh, euh, découpée en trois parties. Donc, une première partie pour introduire les concepts de provisionnement et de sinistre en IARD. Une seconde partie où on introduira et on présentera la méthode de Schneider qui est la plus utilisée sur le marché. Et enfin, quelques cas pratiques et points à vérifier lorsque l'on pratique le provisionnement. Donc, je laisse la main à Lamia pour vous présenter l'introduction. Alors, une petite introduction donc, sur ce qu'est le provisionnement en non-vie. Juste pour rappeler que c'est une formation qui s'adresse plutôt aux novices ou aux gens qui ne connaîtraient pas la non-vie. On va rester sur des bases très simples. Vous pouvez évidemment poser vos questions sur le chat au fur et à mesure et on essaiera après chaque partie de répondre aux questions qu'on aura reçues. Donc déjà, en introduction, on a voulu faire un petit rappel de ce qu'est l'assurance et notamment parler du, ce qui est du cycle de production inversé. Donc, qu'est-ce que c'est le cycle de production inversé? En général, quand on crée un produit, donc par exemple un vêtement, on connaît le prix du tissu, le prix des fils, le prix de la couturière qui va coudre ce vêtement. Et ensuite, sur cette base-là, on va déterminer un prix de vente. L'assurance, c'est pas le cas. En fait, on demande une prime sans même savoir combien le sinistre va coûter au final. Voilà, donc ça c'est le principe de l'assurance et c'est quelque chose qui se base sur la mutualisation des coûts et c'est pour ça qu'on s'en sort quand même grâce à ce principe de mutualisation. Donc on a deux types d'assurance. En général, on classe l'assurance en assurance non-vie et en assurance vie. Donc assurance non-vie, c'est quoi? Ça contient l'assurance de biens. Donc ça va être par exemple votre assurance auto, votre assurance habitation, etc. L'assurance de votre téléphone, tout ça, ça va rentrer dans l'assurance de biens. Ensuite, il y a l'assurance de responsabilité, où là, ben, ça va être votre responsabilité civile. Par exemple, si vous faites du vélo dans la rue et que vous avez un accident et que vous cognez quelqu'un et que cette personne doit être prise en charge, donc là, c'est votre responsabilité civile qui va entrer en compte, c'est votre assurance qui va vous couvrir là-dessus.
Ensuite, en non-vie, on classe également l'assurance santé. Bon, là, il y a des discussions où on se demande est-ce que c'est de la vie, de la non-vie, parce que c'est un peu entre les deux, on va dire. L'assurance santé, ben, c'est pareil, vous connaissez, c'est les frais de santé. Donc, quand vous allez chez le médecin, votre mutuelle qui vous rembourse, c'est l'incapacité, l'invalidité, etc. Et ensuite, on a l'assurance vie. Donc, dans l'assurance vie, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque là, on est plutôt un groupe non-vie, mais il y a des produits que vous connaissez tous, comme les produits d'épargne, donc avec les assurances vie pures où on place de l'argent à la banque. Et il y a les assurances décès, par exemple, où là, c'est plutôt un contrat d'assurance où, en échange d'une prime, on versera à nos bénéficiaires un certain montant qui est prédéfini à notre décès. Voilà. Et ensuite, on classe également ces types, différents types de contrats en ce qu'on appelle assurance dommage, donc qui contient l'assurance de biens et l'assurance de responsabilité, ou assurance de personne. Voilà, vous pouvez aussi entendre ces deux termes, assurance dommage ou assurance de personne. Et donc, assurance de personne, on considère que ça contient à la fois l'assurance santé et l'assurance vie. Alors, pourquoi provisionner? Donc ici, pour expliquer le provisionnement, on vous présente un petit peu le bilan très simplifié d'une compagnie d'assurance non-vie. Donc déjà, pourquoi provisionner? L'assureur non-vie provisionne pour être sûr de pouvoir payer les sinistres futurs qui vont arriver à ses assurés. Voilà. Donc un bilan d'une compagnie d'assurance non-vie, de manière très simplifiée, comment ça se présente? C'est des actifs. Donc c'est ces actifs-là qui permettront le règlement des sinistres futurs. Donc, il y a certaines règles à respecter. Tout ça est bien sûr réglementé. Il y a des règles à respecter quant à la distribution des actifs, mais en règle générale, les placements doivent être sûrs, liquides, rentables et dispersés. En face de ça, on a des passifs. Donc, des passifs, on peut résumer ça en donc actif, c'est ce que je possède, passif, c'est ce que je dois. Et donc, dans mes passifs, pour un assureur non-vie, on a à peu près les provisions techniques qui représentent à peu près 75% du bilan. Il y a différents types de provisions techniques, mais là, nous, aujourd'hui, on va s'attarder sur les provisions pour sinistres à payer. Et la différence donc, de mes actifs et de mes provisions me donne mes fonds propres. Et là encore, il y a des règles à respecter sur un montant minimum de fonds propres que les assureurs doivent détenir. Alors, pour déterminer des provisions pour sinistres à payer, il faut avoir un certain nombre de notions clés. Donc, on a 6 définitions clés. Alors, pour un sinistre, on va parler de son année de survenance. Donc, comme on l'entend, survenance, c'est-à-dire l'année comptable durant laquelle ce sinistre est survenu. Quelle que soit la date à laquelle le sinistre a été déclaré, a été enregistré ou réglé, on va toujours se baser sur cette année de survenance, c'est-à-dire l'année à laquelle le sinistre est survenu. Et donc, si je donne un exemple tout simple, je peux avoir eu un accident de voiture, par exemple, pas très grave, où j'ai juste abîmé ma carrosserie disons en novembre 2022, mais je peux le déclarer qu'en novembre 2023. Mais quand je vais appeler l'assureur, il va me demander quand est-ce que le sinistre est survenu. Et là, on dira novembre 2022. Donc, même si je l'ai déclaré en 2023, ce sinistre-là sera rattaché à l'année 2022. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'année de développement. Il faut savoir qu'une fois que le sinistre est déclaré, on va suivre la vie de ce sinistre jusqu'à son règlement complet. Et donc, ce qu'on appelle année de développement, ça va être les années d'enregistrement des mouvements. Donc, en fonction des types d'assurance, donc par exemple, si on est sur une assurance frais de santé, ça va se dérouler très vite. En général, je suis allée voir mon médecin, je le déclare, je suis remboursée dans les semaines qui suivent. Donc, ça peut aller de 1 an à 2 ans. Mais par contre, si j'ai un sinistre, disons RC auto, donc c'est-à-dire que j'ai, par exemple, blessé quelqu'un lors d'un accident, c'est des sinistres qui peuvent aller jusqu'à 20 à 30 ans. Notamment si la personne est dans une situation critique et qu'elle nécessite de l'aide pour le reste de sa vie, par exemple. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'année de développement. Donc on va vraiment suivre le sinistre du début à la fin. Ensuite, on a ce qu'on appelle les paiements ou règlements. Ça va être tous les montants qui vont être réglés par l'assureur à l'assuré. Donc ça peut être réglé en une fois ou en plusieurs fois. On a les provisions dossier-dossier. Donc ça, c'est un des concepts importants. Quand on a un sinistre, on appelle l'assureur et en général, les gens qui prennent notre appel, ce sont des gestionnaires sinistres. Et donc, les gestionnaires sinistres, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent, ils nous posent tout un tas de questions pour essayer d'analyser le type de sinistre et ils vont essayer de déduire un coût du sinistre. Ce coût-là est
peut-être le bon, peut-être pas, mais c'est ce qu'on appelle en tout cas provision dossier-dossier, c'est-à-dire des provisions qui sont déterminées par les gestionnaires sinistres de la compagnie. Ensuite, on a la charge. La charge, qu'est-ce que c'est? C'est les paiements plus les provisions dossier-dossier. Et enfin, on a ce qu'on appelle des sinistres tardifs en français ou IBNR en anglais, qui sont en fait des sinistres qui sont survenus avant la clôture, donc avant la fin de l'année. Donc c'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure. J'ai mon accident en novembre, mais je le déclare que l'année d'après. Et donc ça va être capté en termes de provision dans ce qu'on appelle les IBNR, Incurred but not reported, qui sont arrivés mais qui n'ont pas encore été reportés. Si on veut rentrer un peu plus dans le détail, il y a peut-être si on peut remonter à la diapositive, juste le petit schéma de vie, voilà, où on voit, bah, par exemple, en T1, le sinistre est survenu, mais il a été déclaré qu'en T2. Donc là, j'ai une charge dossier-dossier qui a été décidée par le gestionnaire sinistre. Ensuite, en T3, j'ai un premier paiement. Donc, c'est le petit montant en rouge. Donc, ma provision diminue de ce montant de paiement. Donc, les deux ensemble, c'est ce qu'on appelle la charge. En T4, j'ai un autre paiement et je vois que mon montant augmente un petit peu, la barre augmente un petit peu, c'est-à-dire que là, j'ai réévalué finalement mon montant de provision parce que je considérais que je n'avais pas provisionné assez. En T5, on paye un peu plus et finalement, à la clôture en T6, on se rend compte que ce que j'ai payé finalement était beaucoup plus faible que ce que j'avais prévu au début et que ce que j'avais réévalué. Voilà. Donc ça, c'est des choses que les actuaires suivent année après année. On peut passer au slide suivant. Merci. Ensuite, donc là, j'ai parlé de charge. Donc, on a dit que la charge, c'était les provisions dossier-dossier plus les règlements. Ici, ce dont on va vous parler également, c'est ce qu'on appelle charge ultime, c'est-à-dire une charge. La charge ultime, c'est vraiment le coût total du sinistre, c'est-à-dire ce qu'on estime être le coût total du sinistre. Et donc, dans ce cas-là, donc la petite formule montre que la charge ultime, c'est la charge plus les IBNR. Donc, c'est les provisions dossier-dossier des gestionnaires sinistres, plus les règlements que j'ai effectués, plus ces fameux incurred but not reported claims, les sinistres qui n'ont pas été reportés. Et donc, si on décompose encore la formule, ça revient à faire ce que je viens de dire. Donc, pour évaluer cette charge ultime, il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes qui peuvent être déterministes. Donc, quand on parle de méthodes déterministes, en fait, c'est des méthodes où on considère que finalement, l'historique des données vont nous donner de manière assez sûre un montant futur. Et vous verrez après dans la suite de la présentation comment. Donc, ces méthodes déterministes, c'est par exemple la méthode Chain-Leader, sur laquelle on va beaucoup insister pendant cette présentation, la méthode Loss Ratio ou Born-Hutter-Ferguson. Si vous voulez des informations complémentaires sur ces deux méthodes, vous pouvez vous référer au guide de provisionnement qui a été produit par le groupe de travail. Et il y a également des méthodes stochastiques. Donc, quelle est la différence entre les méthodes déterministes et stochastiques? Dans les méthodes stochastiques, on estime qu'il y a une notion de volatilité. C'est-à-dire qu'au lieu d'obtenir un montant de sinistre, on obtient plutôt une distribution de sinistre. Donc, on estime que le coût peut être volatile. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Benjamin pour vous présenter la méthode Chain-Leader. Merci Lamia. Du coup, il y a un outil qui est très utilisé en assurance non-vie, c'est le triangle. Le triangle, en fait, il va reprendre l'ensemble des informations que vous avez vues pour l'ensemble des sinistres. Donc auparavant, on a vu qu'un sinistre, il avait plusieurs étapes dans sa vie. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est que tous ces sinistres-là, on va les regrouper avec une sorte un tableau. Donc, le tableau, en fait, il est constitué d'une partie avec d'un côté, on a les années de survenance. Donc, c'est l'année lors de laquelle les sinistres sont survenus. Donc ici, on voit qu'en fait, on a un historique depuis 2020. Donc, on a tous les sinistres qui ont été survenus en 2020 jusqu'à 2023. Donc ça, c'est la partie de l'axe vertical. Et donc, dans l'axe horizontal, on va avoir l'année de développement. C'est-à-dire que petit à petit, le sinistre, il va être réglé au fil du temps. Donc ça, c'est l'année de développement qu'on voit en axe horizontal. Donc, par exemple, ici, je peux regarder, on a 75 euros de sinistre qui ont été payés pour un sinistre qui a été survenu en 2021. Donc, en année, on a dit N+1, c'est-à-dire qui ont été payés en 2023. Donc,
Ensuite, on a la dernière diagonale du triangle qui reprend en fait l'ensemble des sinistres qui ont été payés en 2023. Donc ici, si on somme en fait l'ensemble de ces chiffres, on voit que 850 euros de sinistres ont été payés en 2023 au titre pour tous les sinistres. Et j'insiste sur tous les sinistres parce que du coup, on a à la fois l'année courante, qu'on appelle l'année courante, donc c'est l'année 2023, la dernière année, et aussi les années antérieures, donc 2002, 2021 et 2020. Alors, une fois que vous avez bien compris en fait du coup ce triangle, donc le triangle en fait c'est vraiment un outil qui est très utilisé en assurance non-vie. Il y a beaucoup de méthodes qui peuvent être faites. Donc, mais avant de vous expliquer plus en détail la méthode chain leader, qui est donc la méthode de base qui est utilisée pour l'assurance non-vie, il y a des contrôles préliminaires. Donc l'actuaire, ce qu'il faut qu'il fasse avant de faire ses estimations, il peut être amené à étudier plusieurs impacts. Donc, premier contrôle qu'on peut faire, c'est la transformation des données. C'est-à-dire que là, vous avez vu pour un sinistre, donc on a une ligne. On va s'assurer qu'en fait, que l'ensemble des sinistres qu'on a étudiés ligne à ligne, on les retrouve dans le triangle. Donc ça, c'est le contrôle sur la transformation des données. Ensuite, on a un test de non-régression à faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'en fait, le sinistre, on va pouvoir le regarder au fil des ans. Donc, à droite, vous avez un sinistre avec une vision à fin 2022. Donc, vous voyez que ça s'arrête en fait à l'année de surveillance 2022. Et un an plus tard, en fait, on a des informations supplémentaires. Donc, on a déjà les sinistres qui sont arrivés en 2023 et on a aussi une année de développement en plus. Donc, vous voyez que le sinistre a été payé en 2023. Donc, ce qu'on va regarder, c'est que la dernière diagonale ici, il y a pas de changement. Enfin, on va s'assurer qu'en fait, avant la dernière diagonale, les données sont identiques entre ces deux dates de vision. Donc, il faut que ça soit cohérent entre les deux. Donc là, c'est le cas. Par contre, ici, vous voyez qu'en fait, si je regarde le 695 qui est en rouge à gauche par rapport au 750 qui est à droite, il y a un souci. C'est-à-dire que là, ça ne va pas. Donc, du coup, il y a un contrôle. Ça, c'est le test de non-régression. Dans ces cas-là, on peut aller voir les gestionnaires de sinistres pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce il y a un sinistre qui est incohérent? Est-ce qu'on a un problème de données? Donc ça, c'est le test de non-régression. Sur la partie réconciliation avec la comptabilité, c'est important de comprendre qu'en fait, la dernière année de la diagonale, on peut aussi retrouver ce montant de provision, donc ce montant de règlement, qui doit être cohérent avec les données comptables. Et une fois qu'on a fait ces trois contrôles, en fait, on regarde en fait qu'il n'y a pas de saut important dans les triangles. Imaginons ici, par exemple, au lieu d'avoir 720 dans mon triangle, j'ai 720 000. Donc, des fois, on peut avoir un souci au niveau des unités. Donc, j'ai des K euros au lieu d'avoir des euros. C'est là qu'on regarde s'il n'y a pas des grosses évolutions aberrantes. Donc, ça, c'est les contrôles préliminaires sur les données avant de faire le calcul, avant d'utiliser justement les différentes méthodes. Donc, maintenant, je vais vous présenter Leader. Donc, on repart du triangle qui est rempli juste sur la diagonale inférieure et on va essayer d'estimer la diagonale supérieure. Donc, comment on va faire? Donc, par exemple, sur l'année 2023, le triangle on a juste l'information, on a juste 720 euros de sinistres qui ont été payés en 2023. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quel va être le coût ultime. Vous avez compris que pour un assureur, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment prévisionner, quel est le montant ultime de ces sinistres, donc à la fin. Donc, pour avoir le 700, on va calculer des facteurs de développement. Donc, pour calculer ces facteurs de développement, on va regarder historiquement qu'est-ce qu'on avait dans le passé. Donc, on peut voir qu'en fait, pour une année de développement de zéro, on est passé par exemple en 2020 de 600 à 680. Et pour l'ensemble des années de survenance, on va pouvoir avoir un facteur de développement. Donc ici, on voit qu'en fait, il y a une augmentation de 12% entre l'année zéro et l'année 1. Donc, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce 12%, cette augmentation de 12% à 720. Donc, on va pouvoir remplir la première colonne, donc à 809 euros. Et on va faire la même chose pour justement remplir la fin du triangle.
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le facteur de développement entre l'année 1 et l'année 2. Donc on voit qu'on a une augmentation de 5%. Donc le 809 et le 760, on va l'augmenter de 5%. Donc on va pouvoir justement avoir des nouveaux montants. Ça va faire 801 euros et 853 euros. Et on va faire la même chose pour l'année 2 à l'année 3. Ça va nous permettre d'avoir en fait la vision du sinistre, de tous les sinistres, à la fin de l'année de développement 3. Et si on considère justement que le sinistre, il est clos au bout de 3 années, on appelle ça la charge ultime. On va pouvoir du coup mettre une charge ultime, on va pouvoir avoir l'estimation de notre charge ultime avec la dernière ligne, la dernière colonne, pardon. Voilà. Donc ça, ce sont Euh, les règlements cumulés. Excuse-moi, Benjamin, on a une question sur le passage de l'année 0 à l'année 1 pour le coefficient euh, Ton calcul total. euh, pour obtenir les 809. Est-ce que tu peux juste reprendre l'explication? Je vais te reprendre le 6900. Alors, pour estimer, en effet, ici, on peut avoir le 809. On pourrait estimer, mais en fait, on pourrait reprendre ce montant de 809. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, pardon, le, le, ce qu'on fait en général, c'est qu'on se sert des années précédentes, donc de 2020 à 2022, et on ne se sert pas de 809. Mais le 809, finalement, c'est une augmentation de 12%. Donc en fait, l'effet, il est neutre. Je ne sais pas si je suis clair sur ce point. On se sert uniquement, en effet, dans Chainleader des données historiques, mais pas de ce qui est déduit. Donc le 809, il a été déduit avec ce coefficient de 12% et il n'est pas ensuite réutilisé pour calculer la suite, donc le coefficient suivant. Il y a une autre question qui est intéressante, qui est comment sont traitées les données exceptionnelles éventuelles. Ah, Euh, On et en parle un peu plus tard. voilà, ouais. on couvre ce sujet-là un petit peu après. C'est vrai que donc là, on voit qu'on a un ensemble des sinistres, mais ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va découper nos sinistres. C'est-à-dire qu'on va avoir des sinistres graves d'un côté et des sinistres, on appelle ça attrititionnels, de l'autre. Et on peut aussi avoir des sinistres climatiques qui vont être aussi dans un autre triangle. Parce qu'en fait, ce qu'on essaye d'avoir, c'est d'avoir des triangles qui sont homogènes en termes de sinistres. Mais par la suite, du coup, il y a celui Stéphane qui vous présentera du coup, comment traiter un sinistre exceptionnel. Et donc, ensuite, on peut du coup calculer les IBNR une fois qu'on a justement rempli le triangle. Donc, dans ce cas-là, ici, on voit qu'on a des provisions dossier-dossier et on a rempli le triangle de règlement. Donc, on peut calculer nos IBNR avec la formule que, comme a dit Lamia, c'est la charge ultime moins les provisions dossier-dossier moins les règlements. Donc, ici, on a les IBNR qu'on peut retrouver par année de survenance. Et enfin, du coup, ce qu'on dit, c'est qu'en actuariat non-vie, on va utiliser deux types de triangles aussi. On va utiliser les triangles de règlement cumulés, et à gauche, et on peut calculer aussi un triangle de charge, provision de ces dossiers. Et généralement, ça, si vous voulez avoir plus d'informations dans le guide, on y apporte des réponses. Le triangle de règlement, il est utilisé pour certaines branches, donc des branches courtes comme les branches dommages aux biens, et les triangles de charge, on les utilise pour les branches un peu plus longues, comme l'amiral parlait de la RC, en automobile. Ensuite, il y a aussi peut-être une pratique de marché qui est parfois de faire les deux, de faire une modélisation sur les triangles de règlement, sur les triangles de charge et essayer de voir si on converge vers le même résultat. Mais en effet, ça, ce sera le cas sur les branches courtes. Et après, dans l'ensemble du guide, en fait, on retrouve ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de mettre branche par branche, on a essayé de vous préconiser en fait une méthode qui est généralement utilisée par le marché pour avoir une estimation la plus précise de vos règlements à l'ultime, donc la charge ultime. Et si on utilise du coup les triangles de charge cumulés, on peut dire que les IBNR, c'est tout simplement la charge ultime moins la charge.
Donc, du coup, dans cette partie, on va regarder en fait tout d'abord les cas atypiques qu'on peut rencontrer dans le calcul des IBNR. Ensuite, les différentes méthodes de contrôle qu'on peut mettre en place. Et enfin, on va présenter la limite du chain leader et comment la contourner. Donc, premier cas atypique donc, qui a été posé dans le chat, donc c'est les sinistres exceptionnels. Donc là, on a enfin un sinistre en groupe de sinistres qui arrive en deuxième période de l'année 2022. Donc ça peut être un sinistre vraiment exceptionnel qui est arrivé fin d'année et que du coup on a pris connaissance que début d'année suivante, ou tout simplement un événement climatique. Et donc du coup, il y a eu une tempête de fin d'année et tous les sinistres ont été déclarés l'année d'après. Et donc, c'est important en fait de voir l'impact que ça peut avoir sur le calcul des IBNR, puisque si on applique nos facteurs de développement, en appliquant la méthode présentée par Benjamin tout à l'heure, on a que le premier facteur il est de 64. Donc en fait, on suppose qu'en fait que notre charge elle va être multipliée par 64. Et donc l'impact sur les IBNR il est énorme, autant pour l'année de survenance 2023 que pour l'année de survenance 2022 parce que pour l'année de survenance 2022, et on va le voir ici, en fait, on va appliquer les mêmes facteurs de développement, donc 105% et 103%, à l'année 2022, et donc ça fait on explose en fait l'estimation de la charge ultime. Et l'année 2023, elle est impactée par le premier facteur de développement qui est de 64. Et donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que peu importe euh, euh, on va dire ce qu'on a de façon générale quand on regarde le triangle de droite qui sont les facteurs de développement individuels. Donc, lorsqu'on regarde en fait chaque période, le développement une par une, on va remarquer que même si on est stable, en fait, il suffit d'avoir une grosse variation sur une période pour que ça impacte tout le triangle. Et ce qu'on a également, c'est que si le sinistre, par exemple, il est survenu pendant la première année de développement, donc on peut avoir par exemple des tremblements de terre en été, euh, ben, ce qu'on va avoir à ce moment-là, c'est pas une surestimation de la charge ultime. On va pas avoir un gros facteur de développement. En fait, on va avoir un facteur de développement relativement stable, puisque on va plus avoir de hautes variations. Et donc, à ce moment-là, en fait, on va avoir que la charge ultime de l'année 2023 et donc des IBNR, en fait, ils vont être très faibles. Puisqu'on va supposer, en fait, qu'au final, il y a quasiment plus de variation de la sinistralité. Et donc, pour contourner ce problème, la solution la plus simple, en fait, c'est d'exclure donc les sinistres exceptionnels et de les traiter de façon différente. Donc, si c'est vraiment un événement qui arrive une fois, du coup, on le traite de façon séparée. On en prend note et on le traite de façon séparée. Et si c'est quelque chose qui arrive de façon assez régulière, en fait, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place en fait un autre triangle pour, euh, pour l'estimation de ces sinistres qui se comportent de façon différente. Et donc là, on peut avoir des sinistres donc exceptionnels, on peut juste avoir deux types de sinistres différents. Donc, ce qu'on peut avoir notamment, ce qu'on fait en assurance non-vie, c'est que on différencie les sinistres en fonction de leur montant. Donc, on va séparer, par exemple, on va prendre un seuil de 50 000 euros et on va estimer de façon différente les IBNR pour les sinistres au-dessus de 50 000 euros et en dessous de 50 000 euros, puisque leur traitement est pas pareil. Donc, ça dépend des compagnies d'assurance. Donc, chaque compagnie a son seuil qui dépend aussi de la branche et de ses méthodes de gestion, mais c'est une pratique qui est mise en place. Parce que comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, l'objectif du chain leader, en fait, c'est de projeter une sinistralité similaire. Et donc, si on ne l'a pas, les résultats ne seront pas cohérents. Et donc, il vaut mieux, en fait, créer des triangles différents plutôt que de tout mélanger ensemble. Donc, deuxième cas atypique. Donc là, ce qu'on peut avoir, c'est si, par exemple, en reprenant le même triangle de règlement, on a en fait une augmentation des provisions de dossier pour l'année 2023. Et donc, en appliquant la méthode, la formule chain leader, qui est donc les IBNR sont la charge ultime, donc les 877, moins les règlements cumulés.
donc les 720 et les provisions dossier-dossier, on va en fait avoir des IBNR négatifs. Et donc là, typiquement, ce que ça veut dire, c'est que bah, ce qu'on estime devoir payer au final est inférieur à ce qu'on a mis à l'estimation actuelle, donc les gestionnaires. Et donc, on a surprovisionné. Donc, on est un peu, on est prudent par rapport à notre, à la valeur réelle du prix de la sinistralité. Pardon. Et donc, à ce niveau-là, il y a trois options qui dépendent de la stratégie de la compagnie d'assurance et aussi de sa sensibilité au risque. Donc, le premier, c'est donc on garde les IBNR tels quels. Donc voilà, donc on dit on a un IBNR négatif, donc on a été prudent, mais on veut avoir dans nos comptes donc des provisions qui sont au plus proche de notre estimation. Euh, donc du coup, on ne fait aucun changement. Le deuxième option possible, c'est donc mettre les IBNR à zéro de façon au total, puisque ce qu'on a en fait ici, c'est que le total des IBNR est négatif, puisque l'année de survenance 2023 englobe en fait les autres années de survenance. Et donc, on considère c'est que bah, au global, nos IBNR, enfin notre provisionnement de ces dossiers couvre l'ensemble de notre risque. Euh, on est prudent et donc du coup, on met tout à zéro. Et la troisième option, c'est une vision plus année de survenance par année de survenance. Et donc, on met uniquement les IBNR de l'année de survenance 2023 à zéro, en se disant que ben, c'est l'année de survenance 2023 pour laquelle on a une surestimation, donc on va juste changer notre estimation pour cette année-là. Alors, Stéphane, il y a différentes questions dans le chat. Ah, pardon, ouais. Je vais répondre à la question de Christian Rosa. Les seuils sont des seuils de place par branche d'activité reconnus par la CPR ou propres à la compagnie. Alors moi, j'ai pas en tête que la CPR préconise des seuils de grave. Généralement, c'est chaque compagnie qui va justement en fonction même de son activité, enfin si ça se situe en France ou à l'étranger, le seuil de grave va être différent en fonction de la compagnie, en fonction de la branche d'activité. Mais Exactement. Et ils vont analyser, en fait, l'idée, c'est de vraiment bien connaître ses contrats, connaître ses triangles. Et ils vont analyser, le seuil d'ailleurs peut évoluer d'une année sur l'autre en fonction du nombre de sinistres qui dépassent un certain seuil. Il y a des études qui sont faites, donc c'est quelque chose qui est vraiment propre à la compagnie. Ces seuils. Il y a aussi une question sur l'inflation qui est une question très intéressante puisque c'est un vrai sujet en ce moment et d'ailleurs il y a pas mal de gens qui travaillent sur ce sujet pour développer des méthodes. Alors, moi, ce que j'ai vu quand j'ai commencé à travailler, c'est qu'en fait, on était sur une inflation qui était relativement stable. Il n'y avait pas d'inflation croissante comme on voit aujourd'hui. Donc, en effet, ce qu'on disait, c'est qu'on gardait les triangles avec l'inflation et on disait en fait que quand on projetait avec Chainleader, on avait une inflation implicite. Aujourd'hui, c'est plus vraiment possible sur certaines branches, notamment la construction ou d'autres branches où en fait, il y a un vrai impact inflation. Et donc, ce qui se fait, en effet, c'est d'enlever l'inflation des triangles et ensuite de rajouter un taux d'inflation qui serait plus en lien avec ce qu'on peut voir aujourd'hui et avec ce qu'on anticipe aussi pour le futur. Mais c'est vraiment un sujet qui préoccupe les assureurs non-vie en ce moment. et Euh, pour Par compléter ce que rapport à dit cette Lamia, question, non, vas-y, vas-y. Benjamin. Pour compléter ce que dit Lamia, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas où justement on doit remettre de l'inflation, c'est de trouver en fait un taux d'inflation qui correspond à la branche d'activité. Par exemple, à la construction, on a un indice, ça s'appelle l'indice FFB, c'est un peu l'indice qui va représenter un peu le taux d'inflation au niveau de la construction, qui va être différent, par exemple, en assurance dommage, qui va être le coût moyen de la portière. Donc, en fait, le coût moyen du matériau derrière nécessaire justement pour remettre à neuf une portière. Oui. Pour compléter, l'année dernière, donc le groupe de travail avait fait une présentation lors de la journée 100% Actuariat, où on parlait justement de ce sujet, donc comment retraiter l'inflation. La présentation est disponible sur le site de l'Institut. Et on a vocation également à compléter le guide pour mettre à jour par rapport à ce sujet aussi. Et il y a une question aussi sur la partie, dans le nouveau tableau, les gros événements. Alors, si tu peux revenir du coup, lui Stéphane, sur ton triangle avec justement le nouveau triangle. C'est sur cette partie-là. Ouais, celui-là. Hmm. Alors, c'est la question.
En fait, là, c'est dans le cas justement, il y a un sinistre exceptionnel qui est arrivé donc, en 2022. Alors, il n'était pas arrivé, il était du coup, dans ce cas-là, c'est un tardif. Il n'a pas été déclaré en année zéro, mais en année 1, on s'est aperçu finalement qu'il y avait un sinistre exceptionnel qui est arrivé. Donc, soit c'est une erreur au niveau de la comptabilité, soit justement ce sinistre, il est arrivé en tardif, en fin d'année, qui fait exploser. Ça peut être typiquement une tempête. Donc, si je comprends bien, la question, c'est comment l'exclure. Donc, en fait, généralement, ce qu'on a en termes de données, c'est selon les compagnies, mais normalement, on a en fait des données ligne par ligne pour chaque sinistre, avec le montant donc de règlement de charge. Et donc, ça nous permet, en fait, lorsqu'on voit qu'il y a des sinistres qui ont un développement différent ou un montant qui est assez exceptionnel, ça nous permet de les sortir lors de la construction du triangle. Ce qui est Et, important, par contre, c'est de les avoir en tête et savoir qu'ils existent encore, puisque au final, le montant global que les actuaires transmettent, il englobe l'ensemble des sinistres. Après, si on veut couvrir tous les cas de figure par rapport à justement une augmentation comme ça de l'année pour la survenance 2022 entre l'année de développement 0 et 1, donc entre 2022 et 2023, ça peut être aussi un nombre de sinistres très important. Ce montant n'est pas forcément lié à un gros sinistre exceptionnel, ça peut être une fréquence de sinistres qui a été beaucoup plus importante que l'année d'avant. Et là encore, comme disait Louis-Stéphane, comme on a des bases de sinistres vraiment ligne à ligne, justement on est capable d'isoler sur la survenance 2022 et l'année de développement 1 et de voir si c'est un nombre de sinistres très important ou si c'est un sinistre en particulier. Et dans ce cas-là, si c'est un nombre de sinistres très important, on ne va pas forcément le retraiter, on va plutôt se poser la question de est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire dans le futur? Et si c'est un sinistre assez fort, donc par exemple un sinistre 4, la plupart du temps, on va l'enlever du triangle et on va l'analyser à part. Il y a une question, Juste quand on pour parle de compléter, triangle de... Oui, pardon, voilà, là, vas-y. par rapport à ce que tu dis, c'est vrai qu'un assureur, quand il voit que justement il a une dérive de sa charge de sinistre, il aime beaucoup ce qui l'intéresse. Il y a deux notions, ce que disait Lamia, c'est le coût moyen et la fréquence. Est-ce que ça vient une dérive de fréquence ou une dérive de coût moyen? C'est un axe d'analyse qui est vraiment très utilisé chez les assureurs non-vie. Mm, exactement. Ensuite, il y a une question par rapport au recours. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de recours parce qu'on a voulu faire les choses simples, mais la question, c'est quand on parle de triangle de charge, notamment en RC, est-ce y compris les recours? Alors, en effet, il y a deux approches. Soit on modélise des triangles nets de recours, et dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est qu'on projette implicitement les recours futurs. Soit ce que beaucoup d'assureurs font, c'est qu'ils ont des triangles de recours à part. Et donc, ils projettent des triangles de charges brutes de recours, des recours, et ensuite ils nettent les charges de ces recours ultimes. Voilà. Donc la formule se complique un petit peu, où en gros, on doit aussi enlever ces recours ultimes. Et après, il y a des assureurs aussi qui font les deux approches et qui comparent un petit peu les deux approches. Donc si je projette mes recours dans le triangle ou si je les projette à part. J'avoue Et qu'il y a pas quelqu'un mal de dit qu'il nouvelles n'a pas bien questions. compris la formule des IBNR. Alors, la formule des IBNR, donc ce qu'on disait, c'est qu'on a une charge ultime. Donc, la charge ultime, c'est-à-dire le coût final du sinistre. Et ben les IBNR, c'est ma charge ultime moins mes provisions dossier-dossier. Donc, les provisions dossier-dossier, c'est celles qui sont estimées par le gestionnaire sinistre, moins tous mes paiements. Et donc les IBNR, comme on disait, si on rentre un peu dans le détail, en fait, les IBNR, ça se compose de deux notions. C'est les IBNER, donc Incurred but not enough reserved. Ça veut dire que le sinistre a eu lieu, mais j'ai pas assez provisionné. Ou alors IBNYR, donc c'est Incurred but not yet reported. Et ça, c'était un petit peu ce que j'expliquais au début. Donc c'est la notion de c'est arrivé, mais ça n'a pas encore été reporté. Voilà. Mais je pense qu'il y a ce détail-là dans le guide de provisionnement. Vous pouvez trouver plus d'explications à ce sujet-là. Mais vraiment, il faut garder en tête, les IBNR, c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte par les gestionnaires sinistres et qui n'a pas encore été payé. Donc, c'est cette petite couche en plus que les actuaires doivent estimer pour être sûrs de bien couvrir tout le sinistre. Merci, Lamia. Donc, on va continuer, on prendra vos nombreuses questions à la fin, parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, on va passer sur le dernier
cas atypique qui est changement de règle de gestion. Donc là, si on prend notre triangle qu'on avait initialement, donc si pour l'année de survenance 2023, au lieu d'avoir des règlements de 720, on a des règlements de 1000, par exemple. Donc là, en fait, on voit qu'on diffère de la tendance qu'on pouvait avoir lors des années de survenance précédentes. Et ça peut être dû à plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement une hausse de la sinistralité, donc, qui peut être due qui peut être due à l'inflation, qui peut être due au fait qu'on a un plus gros portefeuille, donc on a plus de sinistres. Mais ça peut aussi être dû à des changements de gestion. Donc notamment, si on a plus de gestionnaires, donc qui sont capables de gérer une compagnie peut être capable de gérer plus de sinistres euh, sur, euh, sur une même période, et donc du coup ça va augmenter le nombre de sinistres pour l'année 2023, sans pour autant augmenter la sinistralité réelle. On peut avoir aussi un nouvel outil qui fait que ça va plus vite, ou alors augmenter les coûts d'ouverture. Et le coût d'ouverture, c'est, on va dire, le paiement qui est réglé au début, lors de l'ouverture du sinistre, lorsqu'il est déclaré. Juste si je peux me permettre de Oui. compléter un petit peu juste ce point-là rapidement. Donc comme on suit d'une année sur l'autre le sinistre, on suit vraiment sa vie, les triangles sont analysés, il y a des études, je crois qu'on en parle après, de Bonibali qui sont faites en fait entre deux fins d'année. Et donc par exemple, si on se rend compte qu'en fait à chaque fois on a sous-provisionné un type de sinistre, donc si on a demandé au gestionnaire sinistre, alors si on vous appelle et qu'on vous dit telle voiture a eu la portière rayée, vous mettez 500. Ben, il se peut qu'en fait, chaque année, on se rend compte qu'on a sous-estimé. Et donc, on peut dire d'un coup au gestionnaire sinistre, ben non, ce sera plus 500, ce sera 700. Et du coup, ça va se voir dans les triangles, en fait, puisqu'on aura des montants de charges qui seront plus élevés. Et donc, forcément, ça impactera aussi les coefficients qu'on verra. Et donc, ça, c'est pour ça que c'est très important de aussi être en discussion. Donc, l'actuaire est souvent en discussion aussi avec les gestionnaires sinistres pour comprendre s'il y a des changements dans leur méthode de provisionnement dossier-dossier. Oui, exactement. Donc, comme le disait Lamien, en fait, donc, si on applique simplement la méthode Schneider sans comprendre, en fait, ce qu'il y a dans nos données, on va avoir une charge ultime donc différente par rapport à celle qu'on aurait eu précédemment. Et sans essayer de comprendre, on va juste reporter les chiffres tels quels, alors qu'au final, si on a juste tout simplement un meilleur provisionnement, une meilleure pratique de gestion des sinistres, tout en gardant une sinistralité de même niveau, on va en fait surprovisionner dans ce cas-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important de bien discuter avec les gestionnaires qui sont en fait, qui ont la main littéralement sur les dossiers. Et donc, c'est par exemple l'un des premiers, une des premières premières limites du chain leader. C'est que sans comprendre nos données, en fait, on ne peut pas appliquer correctement puisqu'il y a énormément de petites subtilités qui font que c'est important de comprendre ces données avant de simplement appliquer le chain leader. Donc ensuite, on va rapidement présenter quelques méthodes pour vérifier ces résultats. Donc la plus utilisée, c'est le Bonimali. Donc le Bonimali, qu'est-ce que c'est? Globalement, c'est une comparaison de la charge ultime d'une période à l'autre. Donc là, on a une période annuelle, mais ça peut être une période mensuelle, ça peut être une période trimestrielle. Ce qui est important, c'est en fait de comparer sa charge ultime d'une période où on a calculé l'IBNR à une autre. Euh, et ce qui est important aussi, c'est de voir en fait comment est-ce que ça évolue, puisque avec une période en plus, en fait, on va avoir plus d'informations et donc on va pouvoir affiner en fait beaucoup mieux son estimation de la charge ultime. Et donc, selon les résultats de cette comparaison, on peut en fait tirer quelques conclusions. Donc, dans le premier cas, qu'on a, c'est un Mali, donc c'est-à-dire que la charge ultime de l'année N est supérieure à la charge ultime de l'année N-1. Donc, ça sous-entend qu'en fait, on a sous-provisionné lors de la période précédente. Dans le deuxième cas, ici, les -7, donc c'est un boni. Ça veut dire que en fait, on a surévalué la charge ultime. Donc quand on est à l'équilibre, ben, c'est que voilà, donc l'estimation n'a pas bougé d'une période à l'autre.
Et ici, ce qu'on a la subtilité, c'est que pour l'année de la surveillance 2023, comme il n'y avait pas d'évaluation pour l'année 2023 auparavant, en fait, il n'y a pas de calcul de Bonimali. On pourra vraiment regarder où on en est lors de la période suivante. Ce qui est important, c'est que le Bonimali ne dit pas simplement si on a bien fait notre calcul ou pas, parce que ça nous permet surtout de se poser des questions et de comprendre ce qui se passe dans nos données. Un exemple tout simple, ça peut être, on peut avoir énormément de sinistres qui ont été annulés d'une période à l'autre, donc qui ont été refusés par les gestionnaires parce qu'ils n'étaient pas valides. Et donc, en fait, ça veut dire que de la période précédente, on les avait dans notre triangle. On a considéré que du coup, ça y aurait une évolution sur ces sinistres, mais en fait, ils n'existent plus. Et donc, forcément, la charge va diminuer. Un autre exemple, dans le sens inverse, on peut ne pas avoir d'informations sur certains sinistres lors lors d'une évaluation. Donc, par exemple, un cas de fin d'année, on peut avoir des sinistres qui peuvent impacter notre vision de la sinistralité, donc qui peut arriver en décembre, et on a cette information que début de l'année d'après. Et donc, en fait, on va sous-évaluer notre charge ultime parce qu'en fait, il nous manquait ces informations-là. Donc, le Bonimali, ça sert vraiment à s'assurer qu'on comprend la façon dont on fait notre calcul et qu'on comprend notre résultat. C'est pas juste un outil pour dire si c'est bien fait ou pas bien fait. Et enfin, il y a d'autres méthodes en fait pour comparer enfin pour vérifier ces résultats. La première, c'est donc utiliser d'autres méthodes de calcul. Donc, ça peut être la méthode de loss ratio, ça peut être le Born-Ferguson, ça peut être des méthodes stochastiques, comme a présenté Lamia au début. Ça peut être utiliser des méthodes fréquence-coût moyen. Et donc, en comparant les résultats de différentes méthodes, on peut vraiment essayer de comprendre comment évolue notre sinistralité et avoir en fait la meilleure estimation pour les IBNR. Et enfin, la dernière qui est vraiment plus qualitative, qui est en fait, une fois qu'on a un résultat, d'échanger avec les autres métiers. Donc, ça peut être la finance, ça peut être les gestionnaires, pour essayer de voir avec eux si ça a du sens et voir s'ils ont aussi d'autres informations qui peuvent impacter le niveau des IBNR. Et si ça vous intéresse, du coup, on trouve beaucoup de méthodes dans le guide de provisionnement. Et si vous êtes intéressé, on sera peut-être amené du coup à présenter plusieurs méthodes par la suite. On y réfléchit actuellement. Et il y a peut-être quelque chose qui est peut-être intéressant à dire, puisque comme c'est pour des novices, on va dire, en provisionnement, en fait, en France, en effet, on utilise beaucoup de chain leader avec un mix de loss ratio et de Born-Ferguson. En gros, ça, vous allez le voir beaucoup. Il y a aussi des assureurs qui utilisent des méthodes stochastiques, mais vraiment, le chain leader en non-vie, c'est ce qui prédomine. Par contre, dans d'autres pays, par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, ils ont une approche différente, c'est-à-dire qu'ils vont faire plein de méthodes, comme le présentait à l'instant Louis-Stéphane, et ensuite ils vont prendre une pondération de ces méthodes-là. Donc ils vont faire 5, 6, 7 méthodes différentes, et ensuite leur résultat final, leur charge ultime finale, ce sera par exemple la moyenne de tout. Voilà, et donc ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas en France, mais que par exemple si après vos études ou pour ceux qui ont déjà commencé, si vous allez dans d'autres pays, vous verrez que les méthodos sont pas les mêmes en fait en fonction du pays. C'est un très bon point. Donc, pour terminer, on va parler maintenant des limites du chain leader. Donc, la première limite, c'est lorsqu'on a un faible historique. Donc là, un exemple. Donc, on a un triangle, on a lancé un nouveau business. On a l'année dernière, donc on a eu 2 années d'historique. Ben, à ce moment-là, en fait, on n'a aucune visibilité sur l'évolution de notre sinistralité. On sait pas si le développement va s'arrêter au bout de la quatrième, cinquième année. Donc, on n'a aucun moyen c'est pas suffisamment stable pour pouvoir avoir des facteurs de développement. Et donc, le chain leader n'est pas adapté. Là, il y a d'autres méthodes qui sont plus adaptées, notamment des méthodes comme le loss ratio. Ensuite, une autre limite, c'est en fait donc l'instabilité qu'on peut constater sur la première année de développement. Donc là, ce qu'on présente, c'est des facteurs de développement individuels, donc c'est-à-dire l'évolution donc là, des paiements donc entre la première et la deuxième année. Donc, ce qu'on voit en fait ici, c'est que ça peut beaucoup bouger pour beaucoup de raisons. Donc, ça peut être des retards de gestion, ça peut être des sinistres graves qui sont arrivés. Donc, il y a vraiment beaucoup de raisons qui font que le premier facteur de développement est généralement très instable.
Et donc, il y a d'autres méthodes qui font que, euh, euh, enfin, qu'on peut utiliser pour compenser ce problème-là. Et un autre problème qu'on peut avoir, c'est l'instabilité du triangle. Et donc ici, on va plutôt regarder la deuxième période pour les facteurs de développement. Et là, ce qu'on va remarquer, en fait, c'est qu'on a euh, plusieurs tendances qui se dégagent en termes de développement. Donc, on va avoir une tendance plutôt autour de 215 sur les 3 années les plus anciennes. Ensuite, on va être plutôt autour de 120. Et pour les années les plus récentes, plus autour de 140. Et donc là, si on applique le chain leader sur toutes les années de surveillance en même temps, en fait, ce qu'on va voir, c'est que on va avoir une tendance, donc la première tendance de 115 qui va venir en fait générer du bruit sur les surveillances les plus récentes. Et la bonne pratique, en fait, à ce moment-là, ce sera plus de sélectionner les années de surveillance qu'on utilise pour calculer les facteurs de développement. Et donc, la pratique, c'est d'utiliser les plus récentes, et ce qu'on a généralement on a des assureurs, par exemple AXA, qui ont plus de 30 ans d'historique de sinistre. Ben, ils vont en fait utiliser que les années les plus récentes pour calculer le child leader, puisque comme on l'a dit, on essaie d'avoir une homogénéité au niveau du développement. Et donc, pour estimer le développement des années les plus récentes, eh ben, il vaut mieux utiliser un historique plutôt raccourci lors de la détermination des facteurs de développement. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas ici dans les limites. En fait, Schneider, c'est basé sur deux hypothèses qui sont fondamentales et il y a des outils qui permettent de vérifier avant de faire du Schneider si ces hypothèses sont respectées. Mais on a essayé de faire simple, on n'a pas essayé justement de rentrer dans Ouais, ce détail-là. Euh, alors, juste une petite conclusion. Voilà, ce qui est écrit en rouge, Schneider, c'est pas juste une règle de 3, c'est un petit peu ce qu'on apprend à l'école, mais en fait, quand on commence à travailler, on se rend bien compte, c'est pas juste ça. Il y a vraiment une notion de comprendre les données. Les actuaires doivent échanger par exemple, avec les gestionnaires, comprendre aussi l'historique de la compagnie, parce qu'un triangle, s'il y a eu des fusions, il y a eu des achats, les triangles vont être mergés souvent. Et du coup, on va se rendre compte à partir d'une certaine année que bah, les données changent. Et donc, du coup, normalement, on devrait se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé à partir, par exemple, de 2005? Je vois que mes données ont changé, mes coefficients ont changé. Et donc là, on aura l'information, oui, ben, on a mergé avec telle compagnie. Et du coup, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ne peut plus regarder l'historique, puisque l'historique ne contenait pas la compagnie en question. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que disait Louis Stéphane, c'est-à-dire que en fait, quand on ferait un chain leader, il y a vraiment un jugement d'expert qui fait qu'on ne va pas forcément garder tout l'historique. On va sélectionner les coefficients qui nous semblent les plus pertinents et qui, en fait, nous permettent de projeter le futur. Puisque c'est ce qu'on fait dans Chain Leader, c'est le passé nous aide à projeter le futur. Mais si le passé n'est plus d'actualité, il faut essayer d'éliminer ce qui n'est plus d'actualité dans le passé. Voilà, si on veut faire simple. Donc, on a aussi parlé du retraitement des événements exceptionnels. Bah, s'il y a eu des changements également dans les systèmes d'information, ça peut impacter les triangles, ça peut impacter la profondeur d'historique, par exemple. Voilà, donc tout ça, c'est des choses à garder en tête et c'est pas quelque chose, c'est pas un pouce-bouton. Il y a vraiment cette idée de jugement d'expert derrière le calcul de la charge ultime. Euh, il y a une question, alors il y a plusieurs questions, il y a pas mal de questions, donc peut-être qu'on va en choisir une. Alors, comment déduire les flux de trésorerie futurs à partir du chain leader? Donc, grâce au chain leader, on peut déduire ce qu'on appelle une cadence de règlement. Et à ce moment-là, on peut projeter les règlements futurs. Donc, je suppose que ça, c'est dans le guide de provisionnement, le calcul des cadences. Non, on parlait pas, Non, non, parce que ça, c'est plutôt quelque chose qui est utilisé en S2, donc on était plus dans les comptes statutaires, on n'en parlait pas. Par contre, d'accord. il y a effectivement, alors pour cette question, il y a une fiche technique qui a été sortie en 2016, j'ai plus le nom exact, mais qui était BE non-vie, je crois, belle non-vie, et qui parlait effectivement de cette notion. Donc Mais aussi c'est disponible aussi sur le site de un, l'Institut. il y avait une question également sur comment se vérifier. En fait, on a parlé des bonimali. C'est aussi un moyen de se vérifier, d'avoir cette cadence, de projeter les paiements et ensuite de regarder les paiements qui ont vraiment eu lieu cette année-là. Et ça permet aussi de voir un petit peu comment est notre modèle par rapport au réel. Euh,
Alors, vous allez un peu vite sur le calcul du Bonimali, Ok. réexpliquer. On va Euh, retourner sur le bonne money. Peut-être juste l'idée du Bonimali, c'est donc, par exemple, je fais mon calcul de charge ultime sur les survenances 2020 à 2022 à fin 2022. Je vais obtenir une charge ultime. Je refais ce calcul-là avec une diagonale en plus. Donc, je vais refaire le calcul une fois de plus sur les survenances 2020 à 2023. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir regarder ma charge ultime à 2020 que j'aurais estimé en fait à fin 2022, j'avais un certain nombre de données. À fin 2023, j'ai un an de plus. Donc, du coup, je peux affiner un petit peu mon modèle. Et l'idée, c'est de comparer ces deux charges ultimes. Je regarde si j'ai une variation qui est positive. En gros, j'ai un Mali, c'est-à-dire que j'avais estimé que ma charge, ça allait être 725, alors qu'en fait, enfin, 725 plus 12, alors qu'en fait, c'est 740. Donc, j'ai 3, 737 moins 740. Et dans l'autre cas, j'ai un boni, c'est-à-dire que j'avais estimé que j'aurais une charge ultime de 735 plus 22, alors qu'en fait, elle est de 745 plus 5. Donc en fait, j'avais estimé que j'allais avoir une charge ultime un peu trop élevée. Et en faisant mon recalcul avec une année de recul de plus, en fait, je revois à la baisse. Et donc ça, c'est quelque chose, en effet, qui est suivi par les assureurs. Je ne sais pas si c'est plus clair. Je ne sais pas si on n'a peut-être pas le temps de couvrir d'autres questions. Je ne sais pas, Louis, Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez, Il faut Benjamin? plus voir avec Benoît, c'est lui qui gère le. Mais nous, tant qu'on est ouvert, on peut répondre à toutes les questions Il y qui sont avait posées dans à un nous. chaîne leader en vision nombre à quoi correspond le développement. Bah, du coup, Au nombre de sinistres. au lieu d'avoir une estimation de la charge ultime, c'est une estimation du nombre ultime de sinistres. Exactement. Et Louis Stéphane parlait justement de la méthode fréquence-coût moyen. Donc, fréquence-coût moyen, c'est quoi? J'ai mon triangle de nombre de sinistres. Donc, c'est exactement la même chose qu'un triangle de charge, sauf que c'est des nombres de sinistres. Et donc, par exemple, la première année, j'ai 3 sinistres déclarés sur la survenance 2022. La deuxième année, j'ai 5 sinistres. Et ça me donne une idée du nombre de tardifs, en fait. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on projette ça à l'ultime. Ensuite, on a des coûts moyens. Donc, coût moyen, c'est-à-dire ma charge sur mon nombre de sinistres. Je projette également ça à l'ultime et ensuite je les multiplie et ça me donne ma charge ultime. Ok. Donc, on a fait le tour des Sur une questions. question, le nombre de Euh, déclarations. Assani. Le Est-ce nombre que de la, sinistres. Je sais pas si je- ouais, est-ce que Oui, la les personne qui a nombres, écrit, c'est pas forcément le nombre de déclarations, c'est le nombre de sinistres en fait, parce qu'on peut déclarer des choses, mais qui, comme disait Louis-Stéphane, parfois c'est pas retenu par les gestionnaires sinistres. Et donc ça, je pense que c'est aussi, enfin c'est pas, je pense, c'est sûr, c'est aussi traqué par les assureurs de savoir combien il y a eu de déclarations et sur ces déclarations, combien ont abouti à un sinistre. Là, ce dont on parle, c'est vraiment ce qui est considéré comme être un sinistre. après, ce qui est important de noter avec les triangles, c'est que, en fait, on peut construire un triangle avec ce qu'on veut et projeter ce qu'on veut. Ce qu'il faut, c'est que ça ait du sens, en fait. On peut projeter le nombre de sinistres, on peut projeter les coûts moyens, les règlements, les recours. On peut aussi projeter le nombre de sinistres qui ont été annulés, par exemple. Donc, ça peut avoir, donc, si quelqu'un trouve une utilité à ce calcul, ben, ça peut avoir, on peut le faire. La méthode de chain leader, c'est vraiment un template qui permet d'estimer une charge ultime, enfin une charge ultime, un nombre à l'ultime, mais on peut l'utiliser sur n'importe quoi, dès qu'on considère que ça a du sens pour nous. Et comme on l'a évoqué plusieurs fois, en fait, les assureurs souvent n'utilisent pas une seule méthode. Ils utilisent plusieurs méthodes et ils choisissent. Parfois, c'est un mix de méthodes, mais en tout cas, ça leur permet de se checker. C'est quoi la différence entre dossier-dossier et IBNER, s'il vous plaît? Alors, justement, quand le gestionnaire sinistre enregistre des provisions dossier-dossier. Donc lui, il le fait sur base de ce qu'on lui a dit de faire finalement. Donc comme je disais, on vous appelle pour tel type de voiture et c'est son pare-choc qui a pris un coup, bah, on sait que ça va être, je ne sais pas, à peu près 1500 euros. Donc le gestionnaire sinistre, il va mettre 1500 euros. Mais peut-être qu'en fait, ça va coûter plus cher que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a le IBNER, donc Not Enough Reserved. Euh,
C'est-à-dire que j'ai pas mis de côté assez d'argent pour pouvoir payer le sinistre. Je sais pas, il suffit que en fait ce pare-choc, il y avait, j'en sais rien, un truc en plus dessus qui avait été installé. Du coup, c'est couvert aussi. Bah, au lieu de 1 500, en fait, ça coûte 2 000 euros. Mais le gestionnaire sinistre pouvait pas le savoir à ce moment-là, puisqu'il a un espèce de montant un peu fixe qu'il enregistre. Je crois qu'il y a Marie Boudoir qui veut poser une question. Je ne sais pas si c'est une fausse manip. Ah, elle a baissé la main. Ok. Je Alors, crois il que y a une ça question, pique. mais que je suis pas sûre de comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez, Louis-Stéphane Benjamin. Dans le cadre individuel et collectif des contrats, est-ce que les provisions vont se calculer, par exemple, avec la méthode Chain Leader pour le cadre individuel plus collectif, où nous le réaliserons qu'une seule fois en ne prenant en compte le type des contrats? Alors, je ne Ok, sais pas je si... pense avoir compris. Je Oui, pense que c'est une question qui est plutôt liée à la vie, non? euh, Ouais, ça. oui, à la vie. Parce qu'en fait, Oui. en vie, on a des contrats collectifs et des contrats individuels. Mais pour être un peu plus précis, en fait, les provisions de ces dossiers en non-vie et en vie aussi sont calculées en fait dossier par dossier, d'où le nom. Donc, c'est une provision qui est attribuée à un dossier. On a tel dossier, on considère qu'il va coûter tant, et donc on provisionne ce montant-là. Par contre, en non-vie, les IBNR sont calculés en fait sur un ensemble de sinistres. On ne calcule pas des IBNR pour un dossier, d'autant plus, enfin, ce qui est d'autant plus vrai que en fait, dans les IBNR, il y a une partie qui est pour les sinistres qui n'ont pas encore été déclarés. Et donc, on ne les connaît pas, donc on ne peut pas leur attribuer un montant individuel. Et donc, en fait, on calcule globalement sur un ensemble. Donc, donc ça peut être par année de survenance, par année de souscription aussi, ça peut arriver. Mais voilà, c'est toujours sur un groupe de sinistres. Du coup, je ne sais pas si ça répond à la question. Avant, après. Bonjour, qu'en est-il de la question avant, après réassurance? Laquelle de ces options est la plus utilisée? Les calculs, oui, alors les calculs sont faits en brut de réassurance, clairement. Et ensuite, il y a aussi des calculs qui sont faits en net de réassurance, en général. Mm. Pour compléter, Et voilà. on peut avoir parce qu'il y a trois façons de traiter la réassurance. Donc, il y a brut de réassurance, donc avant application de la réassurance. Il y a CD, donc ce qui est CD à la réassurance, et net, donc ce qui est le brut moins le CD. Et donc, généralement, on fait deux calculs et implicitement, on obtient le troisième. Donc, si on fait brut et CD, ben, implicitement, on obtient le net, qui sera le brut moins le CD. Mais on peut aussi obtenir le CD en faisant brut moins net. De toute Et on façon, peut plus vous allez aussi faire avoir les... des... Pardon. Allez. Ouais, non, j'ai Non, fini. de toute façon, plus vous allez avoir un découpage fin, donc brut de recours, net de recours, découpé hors réassurance, y compris réassurance, plus vous allez avoir une approche plus précise de votre estimation. La condition, c'est vraiment d'avoir des données suffisantes à chaque fois dans vos sous-triangles. Sinon, ça n'a plus de sens, quoi. Ensuite, il y a une autre question. Qu'est-ce qui différencie provision statutaire, IFRS et solvabilité 2? Euh, Ça, c'est une bonne question. En fait, ce qui différencie, c'est juste à qui les provisions sont adressées. Donc, le statutaire, c'est ce qui permet en fait de calculer les impôts. Donc, en France, on va partir de la France. Donc, les compagnies françaises doivent publier chaque année leur bilan et leur compte de résultat. Donc, les provisions statutaires, c'est celles qui sont envoyées au fisc français, donc qui permettent de déterminer le montant des impôts. Euh, Ensuite, il y a S2, donc ça, c'est des provisions qui sont envoyées plutôt pour être vues par la CPR, donc qui permettent en fait de s'assurer que la compagnie d'assurance euh, a suffisamment d'argent en réserve pour payer ses sinistres si il y a, on va dire, dans les pires scénarios, dans les pires cas possibles. Donc là, c'est plus une approche prudentielle.
Et IFRS 17, alors là, c'est encore un peu différent puisque là, il y a un découpage un peu différent, mais l'idée, d'arriver à dégager la rentabilité future de son business. Donc, mais globalement, en fait, en non-vie, en fait, c'est globalement toujours le même calcul. C'est juste qu'il est présenté de façon différente. En statutaire, ce qui est autorisé en France, c'est d'avoir donc, par exemple, j'ai un IBNR de 10, mais je vais rajouter un peu de prudence. Donc, je vais mettre 15 pour s'assurer qu'au final, euh, ben, j'arrive à couvrir mes sinistres dans le pire des cas. Euh, En S2, on va plutôt avoir une approche donc, qui est appelée best estimate, donc la meilleure estimation, donc au plus proche possible de la réalité. Donc là, si mon calcul me donne 10, ben, je vais garder les 10. Et après, il y a d'autres provisions complémentaires qui permettent de prendre en compte le risque dans les pires scénarios, donc qu'on appelle le SCR. Et donc en ISO-FRS 17, c'est divisé en fait sur ce qui est les provisions en cours pour les risques en cours et les provisions pour les risques qui sont survenus. Mais pour le coup, les provisions pour les risques survenus, c'est le même principe en fait que les IBNR. Et donc du coup, ça se rejoint. C'est juste que c'est présenté un peu différemment. Mais la Après, il y a méthode de juste calcul est la même. une Ok. différence, et on en parlait tout à l'heure avec le cadencement, c'est qu'en fait, les provisions statutaires ne sont pas actualisées, il n'y a pas de valeur temps de l'argent, alors que dans ce qui est solvabilité 2 et IFRS 17, on veut être ce qu'ils appellent market consistent, et du coup, on doit projeter nos flux de paiement et les actualiser pour leur donner une valeur qui prend en compte l'évolution en fait des taux dans le temps, du marché dans le temps. Et c'est aussi une différence assez importante entre les deux. Et cette Et courbe il de y a taux, vraiment cette notion de, alors, provision statutaire, il y a une marge de prudence. Et S2 IFRS 17, c'est sans marge de prudence. Et on ajoute une marge de prudence, mais qui est clairement identifiée, sachant que les qui courbes de s'appelle taux sont voilà, la risk différentes. margin en S2, et puis en IFRS 17, ils appellent ça le risk adjustment. Mais voilà, après, là, on était vraiment sur la partie provision. Comme disait Louis-Stéphane, la base, de toute façon, c'est ce qu'on vient de vous montrer. Et ensuite, c'est projeté, actualisé, et on rajoute de la variabilité. Ouais. Pour compléter, là, ce qu'on a montré, c'est le process en statutaire, enfin, globalement, le gros du process en statutaire. Et pour S2 et FRS 17, en fait, donc, ce serait la première étape. Parce qu'après, il faut ajouter la cadence des règlements et l'actualisation. Encore pas mal de questions. Euh, Euh, un actuel provisionnement pour pour les les des projections notions. brutes et nettes de recours, y a-t-il une méthode à privilégier, avantages, inconvénients? Donc là, pour, alors avant de répondre, je t'invite à regarder le guide de provisionnement parce qu'on en parle. Mais pour répondre rapidement, ça dépend de la branche et ça dépend des recours. Grosso modo, si tu as beaucoup de recours sur ta branche et que ces recours, en les conservant dans ton triangle, donc si tu as un triangle net de recours, ça se comporte différemment que les triangles bruts et nets séparément, brut et de recours séparément, alors il y a un intérêt à traiter de faire deux calculs, donc un triangle les sinistres bruts et un triangle pour les recours. Si tu n'as pas beaucoup de recours dans ta sinistralité, c'est pas forcément pertinent de regarder différemment. Et donc, du coup, tu peux traiter euh, directement en aide de recours. Mais globalement, là où les recours vont être très importants, ça va être pour les branches de responsabilité. C'est là où, Euh, globalement, tu vas avoir le plus de... il y a une question. Je pense qu'on va prendre une dernière question. Il y a une question là que je trouve intéressante. Enfin, toutes les questions étaient intéressantes, bien sûr, mais sur le rôle de l'actuaire, parce qu'on ouvre un petit peu plus, est-ce qu'aujourd'hui, avec IFRS 17, un actuaire provisionnement ne devrait pas aller plus dans les notions comptables? Autrement dit, est-ce que nous ne gagnerons pas plus à mieux comprendre la compta autour de IFRS 17? Ben,
C'est le cas. Donc, les actuaires qui travaillent sur IFRS 17 ont en effet voilà, une connaissance aussi de toute la norme IFRS 17. Donc, c'est une norme comptable, mais qui en fait a donné un rôle prépondérant aux actuaires, puisque le montant principal qui doit être calculé dans cette norme vient de l'actuariat, en fait, qui travaille avec les comptables. Mais voilà, c'est une norme qui a donné vraiment beaucoup d'importance. Après la norme Solvabilité 2, c'est une norme qui a donné beaucoup d'importance et une place grandissante aux actuaires dans les différentes entreprises. Et c'est vrai que ça a du sens de bien comprendre la comptabilité pour comprendre l'actuariat, même si ça peut être assez rébarbatif en cours, mais finalement, la comptabilité, c'est une première approche analytique d'un bilan et d'un compte de résultat d'une compagnie d'assurance. Et si on va plus loin dans l'actuariat, justement, ça nous permet d'avoir justement une vision plus transverse. Donc, je pense qu'on va arrêter là pour les questions. On a un petit peu débordé, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas mal Mais de questions. Donc, Stéphane, je te laisse conclure. oui. Alors, avant de terminer, si vous pouvez, s'il vous plaît, aller sur enregistrer le QR code pour répondre à une petite question qui peut nous aider. Ensuite, ben, pour conclure, donc, je vous remercie pour votre attention. Merci pour vos questions, il y en avait beaucoup. Je vous invite, si vous avez encore des questions, ben, à rejoindre le groupe de travail provisionnement non vie. On fera un plaisir de partager avec vous nos connaissances sur le provisionnement. Donc, nous, on a vocation à faire d'autres webinaires de ce genre-là pour aborder d'autres sujets, d'autres problématiques, enfin, d'autres méthodes, d'autres problématiques ou des branches en particulier, ou par exemple des sujets comme l'inflation. Et aussi à continuer à publier des notes techniques pour que tous les acteurs de sein de l'Institut puissent en profiter. Donc là, c'était le premier webinaire du guide de provisionnement de vie, donc, et j'espère qu'il vous a plu. Et encore une fois, merci pour votre attention. Merci à tous. Et bonne soirée Merci à tous. beaucoup. Très bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir.